la COVID est arrivée, j'ai été mobilisé de manière très importante où j'étais impliqué dans l'intégration des données de laboratoire pour arriver ensuite dans les analyses qu'on fournissait finalement au ministère et notre directeur de santé publique. Donc il y a eu de nombreux rapports qui ont été faits de manière quotidienne, c'était jour et nuit, je dirais même, les fins de semaine dans notre travail. Et notre travail a radicalement changé, je dirais, depuis que la COVID est arrivée, là, où on a été très sollicité. Notre expertise a été vraiment mise à bon escient, mais en même temps, ça a été très difficile de s'adapter rapidement, tout le temps, là, sur les situations qu'on avait, parce que ça changeait très rapidement. C'est correct, mais ça a demandé beaucoup d'énergie à nos équipes, au niveau personnel, d'engagement aussi, de personnes qu'on a engagées, parce que les équipes, on est passé de notre côté de 6 à 28 individus qui travaillaient sur la COVID-19 directement, donc c'est quand même assez important. Donc 6 au départ, on a pédalé assez longtemps. Puis là, on va se faire reconnaître. On va faire reconnaître notre travail qu'on a fourni à la population actuellement. On les a aidés à passer au travers de cette COVID-là. On a entendu de certains groupes dire que les tests de COVID n'étaient pas bons, il y avait trop d'amplifications. Vous pouvez nous parler un petit peu plus scientifiquement? Comment ça fonctionne? Est-ce que les tests sont viables? Oui, oui, les tests sont fiables. C'est des tests de laboratoire qui sont reconnus, qui sont validés aussi auprès tout ce qui peut se faire au niveau laboratoire. On parlait du nombre de cycles d'amplification qui étaient trop amplifiés, qui ne donnaient que des tests positifs pratiquement. Non, bien sûr, ça c'est une question de sensibilisation. C'est une question de sensibilité du test, là, mais les tests étaient fiables, il n'y a pas de problème. Le test PCR est un test fiable. Là où il y avait les problèmes, je dirais, de sensibilité, c'est que les tests qui étaient à la maison. C'était un petit peu différent parce que c'était pas la même technologie qu'on utilisait, donc c'est normal, mais ça évitait qu'il y ait trop de monde là, qui se retrouve dans les centres de dépistage, là, obligatoirement. Donc ça, mais ça permettait aux gens de se sensibiliser par eux-mêmes qu'ils avaient la COVID puis de s'isoler par la suite. Donc c'est des étapes qu'on a au niveau de la pandémie. Au départ, on essaie de dépister tout le monde pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Une fois qu'on a le contrôle, on délègue un petit peu ces tests-là dans la population pour qu'ils fassent une auto-évaluation et une auto-isolement aussi auprès de la population. Donc, à un moment donné, il faut passer à une étape supérieure. Au niveau des statistiques, on a aussi entendu des choses qu'il y a des gens qui disaient qu'il y avait eu des décès, qu'ils n'avaient pas vraiment été testés, puis qu'il y avait eu des gens qui étaient morts d'autres choses ou morts avec la COVID, mais pas de la COVID. Comment vous pourriez expliquer à la population de ce côté-là? Parce qu'on a entendu toutes sortes d'informations, de désinformations, puis moi, je veux faire la lumière un peu là-dessus. Il y a beaucoup d'informations et de désinformations. C'est sûr que quand il y a un décès qu'on pense à côté à la COVID, il y a les cliniciens, c'est eux qui nous disent là, c'est oui ou non adapté à la COVID. Les signes précurseurs qu'il y avait au décès, c'est un décès qui est à l'hôpital. Mais surtout au début, il y avait des gens qui étaient décédés. Même, j'ai eu des histoires des gens qui avaient le cancer, qui étaient en phase terminale à la maison. Après ça, ils ont été transférés à l'hôpital, ils sont décédés quelques heures après. Et puis là, on a marqué COVID sur le test. On a entendu des choses comme ça dans la population. La raison du décès était COVID. S'il est décédé 24 heures ou 48 heures après, la raison était COVID. Mais il y avait le cancer, là, il était en phase terminale. Il avait des maladies sous-jacentes. OK. Il avait des maladies sous-jacentes qu'il était plus sensible à attraper la COVID, il a des problèmes respiratoires. Wow! Ah oui. Mais il est décédé de la COVID. Il aurait peut-être décédé un peu plus tard de son cancer, malheureusement, mais il avait quand même des sensibilités. Ça aide à comprendre. Ben oui. C'était moins qu'on parle de la COVID aujourd'hui parce qu'on est là vraiment pour la manifestation. Si vous voulez, comme je vous disais, là, une entrevue par la suite, ça va nous faire plaisir de regarder ça. Ouais, OK. Aujourd'hui, on essaie de se faire entendre pour nos revendications principales qui sont un petit peu plus de stabilité d'emploi. Seulement 25 % de nos membres ont une stabilité d'emploi. Donc, on en a 75 qui sont à statut précaire et puis qui, d'une année à l'autre, se demandent toujours s'ils vont avoir un emploi arrivé à la fin du mois de mars. Donc, en attente de renouvellement constamment. Et puis, on demande aussi que nos titres d'emploi soient rémunérés à leur juste valeur, soit autant que dans le reste du réseau de la santé. Vous avez dû travailler beaucoup plus depuis 2 ans, je suppose, avec la COVID? Évidemment, comme tous les travailleurs de la santé, on a dû mettre la main à la pâte pendant la pandémie. OK, puis ça vous a pris plus d'effectifs, on a remonté le nombre d'effectifs? Effectivement, on a augmenté le nombre des effectifs en poste et puis on a aussi augmenté les heures effectuées par ceux qui étaient déjà là. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.